Mais il y avait quelque chose qu'il ne savait pas, quelque chose que j'attendais dans l'ombre depuis 37 ans, comme une promesse gardée dans le silence des murs que j'avais moi-même aidé à ériger. Marcel pensait m'avoir coincé, sans défense, fini. Mais tandis que j'écoutais ses pas s'éloigner dans l'escalier et le son métallique du cadenas se refermant, un sourire amer traversa mes lèvres. Pauvre idiot. Il n'avait aucune idée de ce que ma défunte femme et moi avions planifié pour un moment comme celui-ci. Je m'appelle Henri, j'ai 68 ans, et une mémoire qui fonctionne mieux que celle de n'importe quel jeune que je connaisse. Je me souviens de chaque mot que ma femme Hélène m'a chuchoté avant que la maladie ne l'emporte. Je me souviens de ses mains douces touchant mon visage et disant « Si un jour notre fils te trahit, si jamais ils essaient de te prendre ce qui est à toi, déplace la 3e brique du coin gauche de la cave. Tout ce dont tu auras besoin sera là. » À ce moment-là, je n'ai pas compris pourquoi Hélène, qui aimait Marcel de chaque fibre de son être, dirait quelque chose comme ça. Mais ma femme connaissait notre fils mieux que moi. Elle voyait des choses que je refusais de voir, parce qu'un père veut toujours croire que son fils est bon. Hélène est morte il y a 11 ans, 11 ans pendant lesquels je suis devenu le veuf obéissant, le grand-père serviable, l'aîné invisible, qui nettoyait, cuisinait et s'occupait de tout sans rien demander en retour. 11 ans à voir Marcel se transformer lentement en un étranger. Au début, c'était de petits commentaires, presque imperceptibles. « Papa, cette maison est trop grande juste pour toi. Papa, à ton âge, tu devrais penser à simplifier ta vie. Papa, Valérie et moi pourrions mieux gérer tes affaires. » Des mots emballés dans une fausse préoccupation, dans un amour que je ne sentais plus dans son regard. Et moi, quel idiot! Je continuais à préparer son plat préféré tous les dimanches. Je continuais à garder Théo quand il sortait. Je continuais à être le père parfait pour un fils qui avait déjà décidé de se débarrasser de moi. La maison où ils m'ont enfermé n'est pas n'importe quelle maison. C'est la maison qu'Hélène et moi avions achetée ensemble il y a 37 ans. Nous l'avons rénovée de nos propres mains. Nous avons passé 30 ans ici, remplissant chaque coin de rire, de déjeuners en famille, de Noël où Marcel courait dans ces mêmes couloirs encore enfant. Les murs, couleur crème, gardèrent des photos de moments heureux qui semblaient maintenant être des mensonges. Le jardin que j'arrosais chaque matin sentait le jasmin et la lavande. La cuisine où j'avais préparé des milliers de repas avait des carreaux blancs qui brillaient au soleil de l'après-midi. Cette maison était mon sanctuaire, mon histoire, toute ma vie. Et Marcel voulait me la voler comme si j'étais un déchet à jeter. Tout a commencé à changer il y a 6 mois, quand Valérie est entrée dans nos vies comme une tempête déguisée en brise. Ma belle-fille, une femme de 35 ans au sourire en plastique et aux yeux calculateurs qui mesuraient la valeur de chaque objet dans chaque pièce. Dès le premier jour, j'ai su qu'elle n'était pas quelqu'un de bien. La façon dont elle regardait les meubles anciens, les bijoux de ma grand-mère sur la coiffeuse, les tableaux qu'Hélène avait collectionnés, elle ne regardait pas avec admiration, elle regardait avec cupidité. Et Marcel, mon fils de 42 ans, était tellement aveuglé par elle qu'il ne voyait pas l'évidence, ou peut-être le voyait-il et s'en fichait, parce qu'il avait aussi changé. Les premières semaines après le mariage étaient tolérables. Valérie souriait, aidait en cuisine, jouait avec Théo, mais je remarquais les regards qu'elle échangeait avec Marcel quand il pensait que je ne les voyais pas, des chuchotements dans le couloir, des conversations qui se terminaient brusquement quand j'entrais dans le salon, des documents qu'il cachait quand je m'approchais de la table à manger. Et puis les commentaires venimeux ont commencé, déguisés en préoccupation. « Henri, tu es sûr d'avoir pris tes médicaments ? Tu sembles confus. Henri, tu as encore laissé la cuisinière allumée. Tu pourrais provoquer un incendie. » Mensonge. Je ne laissais jamais rien allumer, mais ils avaient besoin de construire un récit. Ils avaient besoin que je paraisse sénile, incapable, dangereux. Il y a 3 mois, Marcel est arrivé avec des papiers. « Papa, j'ai besoin que tu signes ceci. Ce sont des formalités pour protéger la maison, pour garantir que tout soit en ordre s'il t'arrive quelque chose. » Sa voix était douce, mais ses yeux étaient froids.
J'ai pris les papiers et les ai lus attentivement. Il voulait que je transfère la propriété de la maison à son nom, que je le nomme procureur de mes comptes bancaires, que je lui donne essentiellement tout. « Je ne vais pas signer ça, Marcel », ai-je dit d'une voix calme. Son visage s'est transformé, le masque est tombé, et j'ai vu l'étranger qui s'était caché tout ce temps. « Tu es un vieil homme têtu, tu finiras par signer d'une façon ou d'une autre. » Valérie est apparue derrière lui avec un sourire qui a glacé mon sang. « C'est pour ton propre bien, Henri, tu ne peux plus prendre soin de toi-même. » À partir de ce jour, la situation a empiré. Ils ont pris les clés de ma voiture, ont commencé à contrôler ma nourriture, en disant que mon cholestérol était élevé. Valérie vidait mon portefeuille, puis m'accusait de perdre de l'argent. Tu vois, Marcel, il commence à avoir Alzheimer. Théo, mon beau petit-fils de 8 ans, me regardait avec des yeux effrayés. Il savait que quelque chose n'allait pas. Une nuit, je l'ai trouvé en train de pleurer dans sa chambre. « Papy, j'ai entendu papa et maman parler. Ils ont dit qu'ils allaient t'envoyer dans une maison de retraite. » Je l'ai serré fort, le cœur brisé. « Ne t'inquiète pas, mon amour, ton papy est plus fort qu'il ne le pense. » Et puis est arrivée cette nuit, la nuit où tout a explosé. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand j'ai entendu Marcel et Valérie se disputer dans le salon. Leur voix était assez forte pour que j'entende chaque mot. « Je n'en peux plus, Marcel. Ça fait des mois qu'ils ne signent pas. On doit vendre cette maison avant la fin de l'année. On a des dettes de plus de 2000 €. Je sais, mais si on le force trop, ça pourrait paraître suspect. Alors on fait ce que ton cousin a suggéré, on l'enferme quelques jours dans la cave, on lui fait bien peur, et quand il sortira, il sera tellement brisé qu'il signera n'importe quoi. » Mon sang s'est glacé. Il planifiait de m'enfermer, de me torturer psychologiquement, de me briser comme un animal. J'ai essayé de sortir de la maison à ce moment-là, mais Marcel m'a intercepté dans le couloir. Sa main a serré mon bras avec force. « Où penses-tu aller, papa ?» Son haleine sentait le whisky. Valérie est apparue de l'autre côté, bloquant ma sortie. « Il est temps que tu comprennes qui commande ici, vieux. » Théo a descendu les escaliers en courant en entendant le scandale. « Papa, lâche papy. » Marcel l'a repoussé d'un coup. « Toi aussi, tu vas apprendre une leçon, morveux. » Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés ici, dans cette cave sombre et humide à l'odeur de terre et d'abandon, en écoutant le cadenas se refermer au-dessus de nos têtes. Théo tremblait à mes côtés, les larmes mouillant mon vieux pull gris. « Papy, j'ai peur. Qu'est-ce qu'on va faire ?» J'ai caressé ses cheveux et chuchoté les mots qui attendaient 37 ans pour être prononcés. « Calme-toi, mon amour. Ils ne savent pas ce qu'il y a derrière ce mur. » L'obscurité de la cave était presque absolue. Seul un filet de lumière entrait par en dessous de la porte, à peine suffisant pour distinguer les formes des vieilles boîtes et des meubles oubliés qui s'entassaient contre les murs. L'air était lourd, chargé d'humidité et de l'odeur de bois anciens. Théo s'accrochait à moi comme si j'étais sa seule bouée de sauvetage au milieu d'un océan de peur. Je pouvais sentir son petit cœur battre rapidement contre mon côté. « Papy, je ne vois rien, j'ai très peur. » Sa voix se brisait entre les sanglots. Là-haut, nous entendions les rires de Marcel et Valérie. Ils célébraient nous avoir enfermés comme des animaux, célébraient ce qu'ils pensaient être leur victoire. J'ai attendu, compté chaque seconde dans ma tête, me forçant à rester calme tandis que Théo tremblait. J'ai écouté Marcel et Valérie monter à l'étage. J'ai écouté le son de la télévision s'allumant dans le salon. J'ai écouté la maison plonger dans le silence, s'enfonçant dans la routine de la nuit. Ce n'est qu'alors que je me suis déplacé. « Théo, j'ai besoin que tu fasses confiance à ton papy. Tu peux faire ça pour moi. » Il a acquiescé dans l'obscurité. J'ai pu sentir le mouvement de sa tête contre mon épaule. « Ce que je vais te montrer est un secret que seule ta grand-mère Hélène et moi connaissions. Un secret que j'ai gardé pendant 37 ans en attendant le jour où j'en aurais besoin, et ce jour est arrivé. Je me suis levé avec précaution, sentant mes genoux protester. L'arthrite me rappelait mon âge à chaque mouvement, mais il n'y avait pas de temps pour les plaintes. Mes mains ont tâtonné le mur de briques dans le coin gauche de la cave. Hélène m'avait fait mémoriser 3 briques vers le bas à partir de la poutre en bois, 2 vers la gauche à partir du vieux tuyau.
Mes doigts ont trouvé la texture familière, la brique qui dépassait d'à peine 1 millimètre de plus que les autres. J'ai poussé et je l'ai senti céder. Théo a arrêté de pleurer. « Papy, qu'est-ce que tu fais ?»« Patience, mon amour, tu vas voir. » La brique a glissé vers l'intérieur, avec un son rugueux qui a semblé résonner dans le silence. J'ai mis ma main dans le trou et mes doigts ont touché du métal froid, une boîte. Je l'ai tirée avec précaution, sentant son poids familier. C'était une boîte métallique vert foncé de la taille d'une boîte à chaussures avec une petite serrure. Hélène m'avait donné la clé il y a des années et je l'avais toujours gardée dans le seul endroit où je savais que personne ne la trouverait, à l'intérieur du médaillon que je portais autour du cou. Celui qui contenait une photo d'Hélène, et que Marcel n'oserait jamais toucher par respect, ou c'est ce que je pensais avant. Maintenant je n'étais plus sûr que mon fils respectait quoi que ce soit. J'ai ouvert le médaillon avec des mains tremblantes. La petite clé dorée est tombée dans ma paume. Théo s'était tellement rapproché que je pouvais sentir sa respiration sur mon bras. « Papy, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ?»« La vérité, mon amour. La vérité que ton père ne veut que personne ne sache. » J'ai introduit la clé dans la serrure, le clic fut doux, presque délicat. J'ai soulevé le couvercle et l'odeur de vieux papier et d'encre ancienne m'a frappé. À l'intérieur se trouvaient des documents parfaitement organisés, chacun dans sa pochette plastique protectrice. Hélène avait été méticuleuse, comme toujours, comme la femme perfectionniste qu'elle avait été toute sa vie. Le premier document que j'ai pris était l'acte de propriété original de la maison. Je l'ai apporté à la fine ligne de lumière qui entrait sous la porte. Il était là avec l'écriture claire et légale qui ne laissait aucune place au doute. Cette propriété située sur le lot 347 du quartier de Saint-Denis appartient intégralement à Hélène Mercier et Henri Dubois. Nos noms, nos deux noms, pas celui de Marcel, pas celui de personne d'autre. La date remontait à 37 ans. Quand Hélène et moi avions acheté cette maison, quand Marcel n'avait que 5 ans et courait sur le terrain, imaginant ce que serait le futur foyer. Sous l'acte de propriété se trouvait un autre document, un testament, le testament d'Hélène, daté de 3 mois avant sa mort, authentifié par un notaire avec des sceaux officiels qui brillaient même dans la pénombre. J'ai lu à voix basse, sentant que chaque mot était un coup de poignard dans mon cœur et en même temps un bouclier protecteur. Moi, Hélène, Mercier en pleine possession de mes facultés mentales, laisse tous mes biens, propriétés et possessions à mon bien-aimé mari, Henri Dubois. La maison du quartier de Saint-Denis était et sera sa propriété exclusive jusqu'au jour de sa mort. Ce n'est qu'après son décès que les biens passeront à mon fils Marcel Mercier, à condition qu'il ait démontré respect et soin envers son père. Si, à un moment quelconque, il est prouvé qu'il y a eu maltraitance, abandon ou tentative de dépossession contre Henri, Marcel sera automatiquement exclu de tout héritage. Théo a haleté, même à ses 8 ans, il comprenait ce que cela signifiait. « Papy, ça veut dire que la maison est à toi. » C'est exact, mon amour. Et ton père le sait, ou du moins, il le savait quand ta grand-mère est morte. Nous étions tous présents quand l'avocat a lu le testament. J'ai vu la tête de ton père ce jour-là, j'ai vu la déception, la colère contenue, mais je l'ai aussi entendu promettre de prendre soin de moi, jurer qu'il me protégerait toujours. Ma voix s'est brisée, des mensonges, tout n'était que mensonge. Il attendait juste le bon moment pour me prendre ce qui est à moi. Mais il y avait plus dans cette boîte, bien plus. J'ai pris un autre document plus récent. Mes mains ont tremblé en reconnaissant l'écriture de Marcel. C'était un acte de propriété falsifié, une contrefaçon grossière, où il était indiqué que j'avais transféré la propriété de la maison au nom de Marcel, il y a 2 ans. Ma signature était là, mais je n'avais jamais signé ce papier. Je n'avais jamais vu ce document de ma vie. Hélène m'avait appris à garder des copies de tout, à me méfier, jusqu'à de ma propre ombre quand il s'agissait de documents légaux. Et elle avait raison. Mon fils avait falsifié ma signature. Mon propre fils était un criminel. Il y avait plus de documents dans la boîte, des lettres qu'Hélène m'avait écrites pendant la maladie, quand les médecins lui ont dit qu'il ne lui restait que quelques mois de vie. Je les ai lus avec des larmes roulant sur mes joues.
Chaque mot était un rappel de la femme que j'avais aimée pendant 43 ans. Mon bien-aimé Henri, si tu lis ceci, c'est que quelque chose a mal tourné, c'est que notre fils s'est révélé être l'homme que je craignais qu'il devienne. J'ai vu des choses en Marcel qui m'effraient, la façon dont il regarde l'argent, la façon dont il parle d'héritage, de propriété. Il n'a pas ta bonté, mon amour, il n'a pas ton cœur, il a ton entêtement, mais aucune de tes vertus. C'est pourquoi j'ai préparé ceci, c'est pourquoi j'ai caché ces documents où toi seul pourras les trouver. Ne les laisse pas te prendre ce que nous avons construit ensemble, ne les laisse pas te transformer en esclave dans ta propre maison. Une autre lettre décrivait exactement comment Hélène avait fait aménager la cave avec un double objectif. Ce n'était pas seulement un espace de stockage, c'était une chambre de sécurité. Derrière le mur ouest, où nous rangeons habituellement les outils, il y a une porte cachée, je l'ai fait construire pendant que Marcel était enfant, personne d'autre ne sait qu'elle existe. Si jamais tu as besoin de t'échapper, si jamais tu te sens piégé, cherche le panneau de bois à côté de la vieille étagère, appuie sur le coin supérieur droit et le mur s'ouvrira. Il y a un passage qui se connecte directement au garage. Tu pourras sortir sans que personne ne le sache. Mon cœur battait si fort que je pensais que Théo pouvait l'entendre. Papy grand-mère a fait construire une porte secrète. Oui, mon amour, ta grand-mère était un génie. Elle savait qu'un jour, nous pourrions en avoir besoin. Je me suis traîné jusqu'au mur ouest avec Théo me suivant de près. La vieille étagère était couverte de poussière et de toiles d'araignée. Nous ne l'avions pas déplacée depuis des années. Derrière elle, à peine visible dans l'obscurité, se trouvait le panneau de bois qu'Hélène avait décrit. J'ai touché le coin supérieur droit et j'ai appuyé fort. Il y a eu un clic doux comme le soupir d'un secret enfin révélé. Le mur a bougé, pas beaucoup, juste quelques centimètres, mais assez pour confirmer qu'Hélène n'avait pas menti. La sortie était là, mais nous ne l'utiliserions pas encore, pas avant que j'aie tout préparé. Je suis retourné à la boîte et j'ai pris le dernier document, c'était le plus important de tous, une lettre adressée à maître Philippe Leblanc, l'avocat qui avait travaillé avec Hélène et moi pendant 30 ans, l'homme qui avait rédigé notre testament, qui connaissait chaque détail de nos propriétés, qui avait été témoin de la vie que nous avions construite. La lettre expliquait tout, les soupçons d'Hélène sur Marcel, les instructions précises sur quoi faire si quelque chose m'arrivait, les numéros de compte où étaient gardées nos économies que Marcel ne pouvait toucher. Hélène avait protégé chaque centime, chaque brique, chaque souvenir. « Théo, écoute bien, » ai-je dit en tenant son visage entre mes mains. « Nous allons sortir d'ici, nous allons montrer à ton père qu'il a sous-estimé son propre père. Mais j'ai besoin que tu sois courageux, tu peux être courageux pour ton papy. » Il a acquiescé, essuyant ses larmes du revers de la main. « Oui, papy, je peux être courageux. » « Bon garçon, maintenant repose-toi un peu. Nous devons attendre que ton père et Valérie soient profondément endormis. Ensuite, nous bougerons. » Nous nous sommes assis dans l'obscurité avec la boîte de secret entre nous, comme un trésor fraîchement découvert. Là-haut, la maison était devenue silencieuse. J'ai regardé ma montre, il était 23 heures. Dans quelques heures, quand le monde serait encore sombre, quand Marcel et Valérie seraient perdus dans leurs rêves de cupidité, nous disparaîtrions comme des fantômes. Et alors commencerait ma vengeance, une vengeance qui avait pris 37 ans à être préparée, une vengeance qu'Hélène avait planifiée de son lit de mort parce qu'elle connaissait notre fils mieux que moi. Ma femme avait toujours été plus sage que moi, et maintenant enfin j'honorerais sa sagesse. Les heures dans cette cave se traînaient comme des escargots sur du verre. Théo s'était endormi, niché à mes côtés, épuisé par la peur et les larmes. Je ne pouvais pas dormir. Chaque fibre de mon être était en alerte, écoutant les sons de la maison au-dessus de nos têtes, le craquement des planches du plancher quand Marcel marchait vers la salle de bain, le murmure distant de la télévision que Valérie avait laissé allumer, le tic-tac de l'horloge murale ancienne dans le couloir qui marquait chaque seconde de notre captivité. Mais je n'étais pas un prisonnier, j'étais un stratège, attendant le moment parfait pour la contre-attaque. À 3 heures du matin, quand le silence est devenu absolu et lourd comme une couverture, j'ai su qu'il était temps. J'ai secoué doucement Théo. « Réveille-toi, mon amour. »
Il est temps de partir. Il a ouvert les yeux lentement désorienté, et pendant une seconde, il a semblé oublier où il était. Puis, la réalité l'a frappé et son corps s'est raidi. « On y va déjà, papy. »« Oui, mais tu dois faire très silence. Pas un mot jusqu'à ce qu'on soit hors de la maison, d'accord ?» Il a acquiescé avec solennité. Mon petit-fils était plus courageux que Marcel ne le serait jamais. J'ai rangé tous les documents dans la boîte métallique et je l'ai serré contre ma poitrine comme si c'était le trésor le plus précieux du monde. Et c'était le cas. C'était ma liberté, ma justice, ma vengeance emballée dans des papiers jaunis et de l'encre légale. Je me suis traîné jusqu'au mur ouest, jusqu'au panneau secret qu'Hélène avait fait construire avec tant de prévoyance. J'ai appuyé sur le coin supérieur droit à nouveau, et le mur a cédé, avec un soupir presque imperceptible. Derrière se trouvait un espace étroit, à peine assez large pour qu'une personne passe de côté. L'obscurité du passage était totale, comme la bouche d'une caverne oubliée. J'ai pris la main de Théo et nous sommes entrés. L'air là était différent, plus froid, avec une odeur de ciment et de métal rouillé. Je pouvais sentir les murs frôler mes épaules des deux côtés. Le passage avait été construit avec une précision millimétrée, caché suffisamment pour que personne ne le découvre, fonctionnel suffisamment pour qu'il serve son but. Nous avons marché lentement, avec mes mains tendues, touchant les murs pour nous guider. J'ai compté 32 pas avant que mes doigts ne trouvent une autre porte. Celle-ci était en métal froide au toucher. Je l'ai poussée et elle s'est ouverte sans bruit. Hélène avait fait lubrifier les charnières, pensant toujours à chaque détail. Nous avons émergé dans le garage. La lumière de la lune entrait par la fenêtre haute, baignant tout dans un éclat argenté et fantomatique. Ma vieille voiture était là couverte de poussière, parce que Marcel m'avait pris les clés il y a des semaines. Mais j'avais un jeu de rechange caché dans l'atelier dans un endroit que seule Hélène et moi connaissions, à l'intérieur de la boîte de café vide sur l'étagère supérieure derrière les pots de peinture. J'ai cherché dans l'obscurité jusqu'à ce que mes doigts touchent le métal froid des clés. Le son qu'elles ont fait en s'entrechoquant était comme de la musique céleste. « Monte dans la voiture, Théo, vite !» Il a obéi sans se plaindre. J'ai ouvert la portière du conducteur aussi silencieusement que possible et je me suis glissé à l'intérieur. Le siège sentait mon vieux parfum et les bonbons à la menthe que je gardais toujours dans la boîte à gants. J'ai mis la clé dans le contact et j'ai hésité. Si je démarrais le moteur maintenant, Marcel et Valérie l'entendraient, ils auraient le temps de descendre, de bloquer la sortie, de nous emprisonner à nouveau. Je devais réfléchir, je devais être plus malin qu'eux. J'ai regardé autour de moi cherchant l'inspiration et puis je l'ai vu, le bouton pour ouvrir le portail du garage. Si je l'ouvrais d'abord, si je laissais la voiture glisser au point mort par la rampe de l'allée, nous pourrions gagner assez de distance avant de démarrer le moteur. Je suis sorti de la voiture et j'ai marché jusqu'au bouton, je l'ai pressé. Le portail a commencé à monter avec un bourdonnement mécanique qui m'a semblé assourdissant dans le silence de la nuit. Je me suis lancé de retour dans la voiture, j'ai mis le levier au point mort et j'ai relâché le frein à main. La voiture a commencé à glisser vers l'arrière doucement au début, puis en gagnant de la vitesse. Quand nous étions à mi-chemin de l'allée, quand la maison était à une distance sûre, j'ai tourné la clé. Le moteur a toussé, protesté et finalement rugi de vie. J'ai appuyé sur l'accélérateur et nous sommes partis à toute vitesse dans la rue. Dans le rétroviseur, j'ai vu les lumières de la maison s'allumer. J'ai vu la silhouette de Marcel apparaître à la fenêtre du 2e étage, regardant dehors avec confusion. Mais c'était déjà trop tard. Nous étions déjà dans la rue, nous éloignant à chaque seconde. Théo a ri un rire nerveux, mêlé de soulagement. On a réussi, papy, on a réussi. Pas encore, mon amour. Ça ne fait que commencer. J'ai conduit à travers les rues vides de l'Aube avec le cœur battant dans la gorge. Chaque feu rouge me semblait une éternité. Chaque voiture qui passait pouvait être Marcel nous poursuivant, mais il n'y avait pas de poursuite. Il était probablement encore confus, essayant de comprendre comment nous avions échappé d'une cave fermée à clé. La tête qu'il a dû faire en descendant et en trouvant la cave vide m'a presque fait rire.
presque parce qu'il n'y avait rien de drôle au fait que votre propre fils vous enferme comme un animal. Ma destination était claire depuis le moment où j'avais ouvert la boîte d'Hélène. Je devais aller chez Isabelle, ma voisine, mon amie de 20 ans, la seule personne en ce monde en qui je pouvais avoir totalement confiance. Isabelle vivait à 10 pâtés de maison dans une petite maison jaune, avec un jardin plein de roses, qu'elle soignait comme si c'était ses filles. Nous avions partagé des cafés, des secrets, des larmes et des rires pendant 2 décennies. Elle connaissait Marcel depuis qu'il était adolescent. Elle avait vu sa transformation de garçon doux en homme aigri, et plus important, elle me croirait. J'ai garé la voiture devant sa maison et j'ai coupé le moteur. Il était presque 4 heures du matin. Théo me regardait avec de grands yeux. « Papy, et si elle n'ouvre pas? Et si elle est fâchée qu'on l'ait réveillée ?» Isabelle ne serait jamais fâchée contre moi, mon amour. Fais-moi confiance. Nous avons marché jusqu'à la porte et j'ai sonné, 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai entendu du mouvement à l'intérieur de la maison, des pas traînants, une voix ensommeillée demandant qui était là. « C'est moi, Isabelle. Henri, s'il te plaît, ouvre, c'est une urgence. » La porte s'est ouverte brusquement. Isabelle est apparue en robe de chambre vert menthe et pantoufles roses, avec les cheveux gris ébouriffés et une expression de préoccupation absolue. « Henri, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien ?» Ses yeux se sont déplacés de mon visage à Théo, remarquant nos vêtements froissés, la poussière de la cave sur mon pull, les larmes séchées sur les joues de mon petit-fils. « Entrez, entrez vite !» Elle nous a tirés à l'intérieur et a verrouillé la porte. « Racontez-moi tout !» Et j'ai raconté chaque détail, des commentaires cruels aux documents falsifiés de l'emprisonnement et de la fuite. Isabelle écoutait bouche bée, les yeux se remplissant de larmes de rage. Ce salaud, ce maudit, j'ai toujours su que Marcel avait quelque chose de pourri à l'intérieur, mais ça, c'est monstrueux. Elle s'est levée et a commencé à marcher d'un côté à l'autre du salon. Il faut appeler la police tout de suite. Non, pas encore, je l'ai arrêté. Si on appelle la police maintenant, ce sera ma parole contre la sienne. Il dira que je suis sénile, que je suis confus, que tout est un malentendu. Il a cet acte de propriété falsifié qui le fait paraître propriétaire légitime de ma maison. On a besoin de quelque chose de plus fort. J'ai pris la boîte métallique et je l'ai posée sur la table basse d'Isabelle. J'ai ouvert le couvercle et montré les documents un par un, l'acte de propriété original, le testament d'Hélène, les lettres, l'acte de propriété falsifié avec ma signature contrefaite. Isabelle les lisait avec des mains tremblantes, son visage passant par toutes les émotions possibles, choc, tristesse, colère, détermination. « Ça suffit, Henri, ça prouve tout. »« Ce n'est pas suffisant pour le détruire » ai-je répondu d'une voix froide. « Je veux plus que la justice légale. Je veux qu'il perde tout. Je veux que tout le monde sache quel genre de monstre il est. Je veux l'humilier publiquement de la même façon qu'il a essayé de m'humilier. » Isabelle m'a regardé avec un mélange de surprise et d'admiration. « Je ne te reconnais pas, Henri. Je ne t'ai jamais vu comme ça. »« C'est parce que je n'ai jamais eu à me battre pour ma vie, » ai-je répondu. « Hélène m'a toujours protégé. Elle a toujours été mon bouclier, mais maintenant elle n'est plus là et je dois être mon propre bouclier. Je dois être ma propre épée. » Je me suis assis sur le canapé, sentant le poids de l'adrénaline commencer à se dissiper, me laissant épuisé. « J'ai besoin de ton aide, Isabelle. J'ai besoin d'un endroit où rester pendant que j'organise tout ça. J'ai besoin d'utiliser ton téléphone pour passer quelques appels et j'ai besoin que tu t'occupes de Théo quand je devrais sortir. » « Tout ce dont tu as besoin, » a dit Isabelle sans hésiter, « c'est ta maison maintenant. Vous pouvez rester aussi longtemps que nécessaire. » Elle a regardé Théo qui s'était endormi dans le fauteuil épuisé par l'odyssée de la nuit. Pauvre enfant, il ne devrait pas avoir à passer par ça. « Je sais, ai-je chuchoté, mais il va apprendre quelque chose d'important. Il va apprendre que les grands-pères ne sont pas faibles. Il va apprendre que nous, les hommes plus âgés, avons des dents aiguisées quand on nous provoque. Et il va apprendre que la famille, ce n'est pas le sang, c'est la loyauté. » Isabelle a préparé du café pendant que j'organisais mon plan. Je devais contacter Maître Philippe Leblanc, l'avocat d'Hélène.
Je devais lui montrer les documents, lui expliquer la situation, lui demander de préparer tout pour un cas légal dévastateur. Mais plus que ça, j'avais besoin de quelque chose qui fasse plus mal que n'importe quelle sentence légale. J'avais besoin d'exposer Marcel devant toute la famille, devant les voisins, devant tous ceux qu'il connaissait et le respectaient. J'avais besoin que sa réputation soit mise en pièces, que son nom devienne synonyme de trahison et de bassesse. Le soleil commençait à surgir à l'horizon quand je me suis finalement permis de fermer les yeux. Isabelle m'avait préparé une chambre, m'avait donné des vêtements propres, m'avait traité avec la tendresse que mon propre fils aurait dû me donner. Je me suis allongé dans le lit et j'ai serré le médaillon avec la photo d'Hélène contre ma poitrine. « Merci, mon amour », ai-je chuchoté dans l'obscurité. « Merci d'avoir connu notre fils mieux que moi. Merci de m'avoir protégé même après ta mort. Je promets que je ne vais pas gaspiller ce que tu as préparé pour moi. Je vais utiliser chaque arme que tu m'as laissée. Et quand j'aurai fini, Marcel va regretter de m'avoir enfermé dans cette cave. » J'ai fermé les yeux et pour la première fois en des mois, j'ai dormi en paix. Je me suis réveillé à midi, avec le soleil frappant mon visage à travers les rideaux orange de la chambre d'Isabelle. Pendant un moment, je ne savais pas où j'étais, puis tout est revenu comme une avalanche, la cave, la fuite, les documents Marcel. Je me suis assis dans le lit, sentant chacune de mes 68 années dans les articulations, mais j'ai aussi senti quelque chose de plus. J'ai senti du pouvoir, j'ai senti de la détermination. J'ai senti le feu de la vengeance brûler dans ma poitrine, comme je ne l'avais jamais senti de toute ma vie. Isabelle était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. L'odeur de soupe au poulet remplissait la maison d'un arôme réconfortant qui m'a rappelé des temps plus simples. Théo était assis à la table en train de dessiner dans un cahier qu'Isabelle lui avait donné. Quand il m'a vu entrer, il a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. « Papy, tu vas mieux. Beaucoup mieux, mon amour. Et toi, comment as-tu dormi ? » « Bien. Madame Isabelle m'a donné des crêpes au miel et elle a dit que je peux regarder la télé si je veux. » Je l'ai serré fort reconnaissant d'avoir quelque chose de pur et de bon au milieu de ce cauchemar. « Ton téléphone n'a pas arrêté de sonner, » a dit Isabelle en pointant le portable que j'avais laissé sur la table basse. « Marcel a appelé 27 fois, Valérie aussi, et quelques numéros que je ne reconnais pas. » J'ai pris le téléphone et j'ai vu l'écran plein de notifications, appels manqués, messages, textes, messages vocaux. J'ai ouvert les messages textes et lu les mots de mon fils. Au début, ils étaient inquiets. « Papa, où es-tu ? On est très inquiets. » Puis ils sont devenus urgents. « Papa, ce n'est pas drôle, rentre à la maison maintenant. » Et finalement, ils se sont transformés en menaces mal déguisées. « Papa, tu fais une erreur. Tu es avec mon fils. C'est un enlèvement. Je peux appeler la police. » J'ai ri, un rire sec et amer. « Enlèvement, il dit que j'ai enlevé Théo. Lui qui nous a enfermés dans une cave comme des criminels a l'audace de me menacer avec la police. » Isabelle s'est approchée et a posé une main sur mon épaule. « Tu vas lui répondre. »« Pas encore. D'abord, je dois passer un autre appel plus important. » J'ai cherché dans mon portefeuille le papier où j'avais noté le numéro de Philippe Leblanc il y a des années. L'avocat d'Hélène Lhomme qui avait rédigé notre testament, qui connaissait chaque détail légal de nos vies. Le seul homme avec le pouvoir de faire ce dont j'avais besoin. J'ai composé le numéro avec des doigts tremblants. Ça a sonné 3 fois avant qu'une voix grave et professionnelle ne réponde « Cabinet Leblanc, en quoi puis-je vous aider ?» Je dois parler à maître Philippe Leblanc, je suis Henri Dubois. Il y a eu une pause. Un instant, monsieur Dubois, je vous le passe immédiatement. L'attente a été éternelle. Finalement, j'ai entendu la voix familière de Philippe. Henri, c'est toi. Ça fait des années depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Je sais, Philippe, et je suis désolé, mais j'ai besoin de ton aide d'urgence. C'est à propos de Marcel. J'ai tout raconté, je n'ai omis aucun détail, l'emprisonnement, les documents falsifiés, la fuite nocturne. Philippe écoutait en silence, n'interrompant qu'occasionnellement pour poser des questions spécifiques. Quand j'ai terminé, il y a eu un long silence de l'autre côté de la ligne. Hélène m'avait prévenu que ça pourrait arriver, a-t-il dit finalement d'une voix fatiguée.
Il y a des années, quand on a rédigé le testament, elle m'a dit « Philippe, je connais mon fils. Si un jour Henri t'appelle avec des problèmes, crois tout ce qu'il te dira et protège-le avec chaque outil légal que tu as. » Je pensais qu'elle était paranoïaque, mais elle avait raison. J'ai les documents originaux, ai-je dit. Les actes de propriété, le testament, tout ce qu'Hélène a gardé, et j'ai aussi cet acte de propriété falsifié que Marcel a créé. Je veux que ça se termine de la façon la plus radicale possible. À quel point radical? A demandé Philippe. Je veux qu'il perde tout. Je veux le poursuivre pour falsification de documents, pour fraude, pour tentative de dépossession. Je veux qu'il affronte des conséquences criminelles et je veux rendre ça public. Je veux que tout le monde sache quel genre d'homme il est. Philippe a soupiré. C'est possible, mais ça va prendre du temps. Je dois voir les documents personnellement. Je dois préparer les actions judiciaires. Je dois contacter les autorités correspondantes et je dois te protéger légalement. Marcel peut essayer de réclamer la garde de Théo. Il peut essayer de te déclarer mentalement incompétent. Il peut faire beaucoup de choses sales. Qu'il essaye? Ai-je répondu d'une voix glacée. J'ai des témoins. J'ai mon petit-fils qui peut témoigner de l'emprisonnement. J'ai Isabelle qui nous a accueillis au milieu de la nuit. Et j'ai la lettre d'Hélène où elle a prévu exactement ça. Viens à mon bureau cet après-midi, a dit Philippe. Apporte tous les documents. On va préparer quelque chose que Marcel n'oubliera jamais. J'ai raccroché le téléphone en sentant une vague de satisfaction. Les pièces se mettaient en place. Isabelle me regardait avec admiration. « Tu es un guerrier, Henri, tu l'as toujours su, mais tu n'as jamais eu à le prouver jusqu'à maintenant. »« Je n'ai pas le choix, ai-je répondu. C'est se battre ou mourir, et je ne prévois pas de mourir de sitôt. » J'ai passé les heures suivantes à me préparer pour la réunion avec Philippe. J'ai organisé tous les documents par ordre chronologique. J'ai écrit une chronologie détaillée de tout ce qui s'était passé ces derniers mois. Chaque commentaire cruel, chaque tentative de manipulation, chaque action suspecte. Isabelle m'a prêté des vêtements propres, un costume beige qui me faisait paraître respectable et sérieux. J'ai peigné mes cheveux avec soin. J'ai mis les boutons de manchette qu'Hélène m'avait donnés pour notre 30e anniversaire de mariage. Je voulais avoir l'air de ce que j'étais, un homme digne qui avait été attaqué injustement. Avant de partir, je me suis agenouillé devant Théo. « Mon amour, je dois rester ici avec Madame Isabelle pendant que je vais régler quelque chose. Tu vas bien ?» Il a acquiescé, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. « Papy, tu vas faire payer papa pour ce qu'il a fait. »« Oui, mon amour, je vais le faire payer, et je vais garantir qu'il ne nous fasse plus jamais de mal. Je peux vivre avec toi quand tout sera fini. Je ne veux pas retourner avec papa et maman. » Les larmes ont rempli mes yeux. Bien sûr, mon chéri, quoi qu'il arrive, toi et moi, on restera ensemble. Le cabinet de Philippe se trouvait au centre-ville, dans un vieux bâtiment, avec des sols en marbre et de hauts plafonds. La secrétaire m'a accueilli avec amabilité et m'a fait passer immédiatement dans son bureau. Philippe s'est levé de sa table quand je suis entré. C'était un homme d'une 60aine d'années, avec des cheveux argentés parfaitement coiffés et un costume gris impeccable. Il avait l'apparence de quelqu'un qui avait gagné beaucoup de batailles légales et prévoyait d'en gagner beaucoup d'autres. « Henri, assieds-toi s'il te plaît. » Il a pointé vers une chaise en cuir face à son bureau. « Montre-moi ce que tu as. » J'ai posé la boîte métallique sur la table et j'ai commencé à sortir les documents un par un. Philippe les examinait avec des yeux de faucon, son expression devenant plus sérieuse à chaque papier. Quand il est arrivé à l'acte de propriété falsifié, il a sifflé doucement. Ça suffit pour le mettre en prison pendant plusieurs années. La falsification de documents notariés est un crime fédéral grave. Combien de temps faudra-t-il pour le poursuivre, ai-je demandé. Si on fait tout correctement, on peut avoir une ordonnance de restriction pour demain et déposer des plaintes criminelles pour la fin de semaine. Non, ai-je dit fermement, je veux quelque chose de plus grand, je veux un scandale, je veux que ce soit public et humiliant. Philippe m'a regardé avec curiosité. Qu'est-ce que tu as en tête ? Une réunion de famille, convoquer tous mes frères et sœurs, les cousins de Marcel, les voisins, toute personne qui le connaît. Faire ça dans un lieu public, comme une salle de réunion ou un centre communautaire. Et là, devant tout le monde, on présente les preuves.
On les laisse voir qui il est vraiment et seulement après on appelle les autorités. Philippe a souri lentement. C'est peu orthodoxe, mais c'est brillant et complètement légal. Si on fait ça bien, on peut détruire sa réputation avant de le détruire légalement. Exactement, ai-je répondu. Je veux qu'il sente ce que j'ai senti. Je veux qu'il sente la honte, l'humiliation, la trahison. Je veux que tous ceux qui l'ont un jour respecté lui tournent le dos. Ce n'est qu'alors, quand il sera complètement seul, qu'alors viendra la justice légale. Tu me rappelles Hélène, a dit Philippe avec admiration. Elle aussi était stratégique quand il s'agissait de justice. D'accord, Henri, on va faire à ta façon. Je vais commencer à passer des appels dès aujourd'hui. Dans une semaine maximum 2, on aura ta réunion publique, et je promets que Marcel se souviendra de ce jour pour le reste de sa misérable vie. Je suis sorti du cabinet de Philippe en me sentant plus fort que jamais. Le plan était en cours, la vengeance prenait forme, et Marcel n'avait aucune idée de la tempête qui était sur le point de s'abattre sur lui. Les jours suivants ont été un mélange étrange de calme et de tension. Vivre dans la maison d'Isabelle m'a donné un soulagement que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Je n'avais pas à marcher sur la pointe des pieds, je n'avais pas à supporter des regards de mépris, je n'avais pas à écouter des commentaires venimeux déguisés en préoccupation. Théo s'épanouissait dans cet environnement. Il riait plus, jouait plus. Il était redevenu l'enfant qu'il était avant que Marcel et Valérie ne transforment notre maison en enfer. Le matin, Isabelle préparait son petit déjeuner pendant que je révisais des documents avec Philippe au téléphone. L'après-midi, on sortait dans le jardin et Théo m'aidait à arroser les roses. C'était comme vivre dans un univers parallèle où les choses étaient normales. Mais la paix était une illusion fragile. Mon téléphone ne cessait de sonner. Marcel appelait tout le temps. Ses messages sont passés de menaçants à désespérés. « Papa, s'il te plaît, parlons. Je sais qu'il y a eu un malentendu. Papa, Valérie et moi voulions juste te protéger. Tout a dérapé. Papa, rends-moi mon fils, ou je jure que tu vas le regretter. » Chaque message me confirmait que j'avais pris la bonne décision. Cet homme ne ressentait pas de remords. Il ressentait seulement de la panique parce qu'il avait perdu le contrôle. Le 4e jour après notre fuite, Marcel est apparu chez Isabelle. J'étais dans la cuisine en train de me préparer quand j'ai entendu la sonnette. Isabelle a ouvert la porte et sa voix est devenue dure comme l'acier. « Tu n'es pas le bienvenu ici, Marcel. Je dois voir mon père, je dois parler à mon fils. Ton père ne veut pas te voir et ton fils va mieux sans toi. Tu ne peux pas les garder en otage, je vais appeler la police. » Je suis sorti de la cuisine et me suis arrêté derrière Isabelle. Marcel m'a vu et son visage a changé. D'abord du soulagement, puis de la colère. « Papa, qu'est-ce que tu penses faire, bon sang? Protéger ton fils d'un père abusif ?» ai-je répondu d'une voix calme, et me protéger moi d'un fils qui m'a enfermé dans une cave comme si j'étais un déchet. Son visage est devenu rouge. C'était un malentendu. On voulait juste que tu comprennes la gravité de la situation. Papa, tu es malade. Je ne suis pas malade. Je suis parfaitement sain d'esprit. Assez sain pour savoir que tu as essayé de voler ma maison. Assez sain pour savoir que tu as falsifié ma signature sur des documents légaux. La couleur a quitté son visage. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que tu sais, et bientôt tout le monde saura. Valérie est apparue derrière lui, le visage tordu dans une grimace de haine. « Vieux fou, tu as mis des idées dans sa tête. Rends-nous notre fils maintenant. » « Théo, reste avec moi, ai-je répondu fermement. « Et si vous essayez de vous approcher de lui sans ma permission, j'appelle la police pour tentative d'enlèvement, pour abus d'enfant, pour séquestration. Choisissez. » Marcel a fait un pas en avant, mais Isabelle a partiellement fermé la porte. « Ça suffit, partez de ma propriété, ou j'appelle la police tout de suite. Et crois-moi, Marcel, il y a beaucoup de gens dans ce quartier qui ont vu comment vous traitiez Henri. Beaucoup de témoins qui seront heureux de témoigner contre toi. » Marcel m'a regardé avec des yeux pleins de venin pur. « Ce n'est pas fini, papa, tu vas le regretter. »« Non, ai-je répondu. Celui qui va le regretter, c'est toi. » Ils sont partis, mais non sans que Valérie crache dans la direction de la porte. Isabelle a verrouillé et s'est adossée au bois en tremblant. Je n'ai jamais vu autant de méchanceté dans les yeux de quelqu'un.
Maintenant, tu comprends pourquoi je dois les détruire, lui ai-je dit. Je ne peux pas simplement partir, je dois garantir qu'ils ne puissent plus jamais faire ça à quelqu'un d'autre. Théo avait tout entendu de la chambre. Quand je suis allé le voir, il était niché dans le lit, serrant un ours en peluche. Papy, j'ai peur. Papa avait l'air très en colère. Je sais, mon amour, mais je ne vais pas le laisser te faire du mal, je te le promets. Philippe a travaillé vite. En moins d'une semaine, il avait contacté toute la famille élargie, les voisins clés, les anciens collègues d'Hélène. Il avait réservé la salle communautaire de l'église pour le samedi suivant. Une réunion de famille urgente, avait-il dit dans les invitations, affaires importantes concernant l'héritage d'Hélène Mercier. Il savait que la curiosité amènerait tout le monde. Les gens se présentent toujours quand il y a de l'argent en jeu, mais cette fois, ils allaient assister à quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. La veille de la réunion, je n'ai pas pu dormir. J'ai repassé mentalement chaque détail, chaque document, chaque mot que je prévoyais de dire. Isabelle m'a apporté du thé à la camomille. Nerveux, terrifié, j'ai admis. Et si ça ne marche pas, et si les gens le croient lui plutôt que moi? Ça n'arrivera pas, a dit Isabelle fermement. Tu as des preuves, tu as des témoins, tu as la vérité de ton côté. Marcel n'a que des mensonges, et les mensonges finissent toujours par s'effondrer. Le samedi est arrivé nuageux et gris, comme si le ciel sentait le poids de ce qui allait venir. Je me suis habillé avec soin, choisissant un costume marron foncé qui me faisait paraître sérieux et respectable. J'ai mis les boutons de manchette qu'Hélène m'avait donnés, j'ai peigné mes cheveux en arrière dans un style élégant. Je voulais avoir l'air fort, je voulais avoir l'air d'un homme qu'on ne pouvait pas intimider. Isabelle a mis son meilleur tailleur couleur crème. Théo portait un pantalon et une chemise blanche. Tu as l'air d'un vrai gentleman, lui ai-je dit, comme ta grand-mère aurait été fière. Nous sommes arrivés à la salle communautaire à 15 heures. Philippe était déjà là, organisant des papiers sur une table devant. Il avait installé un projecteur, on va montrer des copies agrandies des documents, a-t-il expliqué. Je veux que tout le monde voie exactement ce que Marcel a fait. La salle s'est remplie lentement. Ma sœur Jeanne est arrivée en premier, me serrant fort dans ses bras. Je ne comprends pas ce qui se passe, Henri, mais je suis là pour toi. Les cousins de Marcel sont arrivés après murmurant entre eux, des voisins d'anciens amis d'Hélène. La salle était presque pleine. À 15h30, Marcel est arrivé avec Valérie. Ils avaient l'air confiants, presque arrogants. Il portait un costume sombre et une cravate rouge. Elle portait une robe noire moulante avec des talons très hauts. Ils sont entrés comme s'ils étaient les propriétaires des lieux. Marcel m'a vu et son expression s'est durcie. « Papa, c'est quoi ce cirque ? Assieds-toi, Marcel, tu vas bientôt découvrir. » Je ne vais pas participer à tes petits jeux mentaux. Ce n'est pas un jeu, est intervenu Philippe. C'est une réunion de famille sur des affaires légales sérieuses. Et en tant que fils d'Hélène Mercier et bénéficiaire de son testament, tu es obligé d'être présent. Marcel s'est assis au premier rang avec Valérie à côté. Je pouvais voir sa jambe trembler nerveusement et il devrait être nerveux. Philippe s'est éclairci la gorge. Merci à tous d'être venus. Je sais que l'invitation était mystérieuse, mais il y avait une bonne raison. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter d'affaires liées à l'héritage d'Hélène Mercier et de graves accusations de fraude et d'abus familial. Un murmure a parcouru la salle. Marcel s'est levé, c'est ridicule. Mon père est sénile, il ne sait pas ce qu'il dit. Assieds-toi, Marcel, a ordonné Philippe d'une voix qui n'admettait pas de discussion. Tu auras l'opportunité de parler, mais d'abord on va présenter les preuves. L'écran du projecteur s'est allumé. L'acte de propriété original de la maison est apparu agrandi pour que tout le monde puisse lire chaque mot. Les noms d'Hélène et Henri se détachaient clairement. Ceci est l'acte de propriété original de la propriété située dans le quartier de Saint-Denis, a expliqué Philippe. Comme vous pouvez le voir, la maison est enregistrée au nom d'Hélène Mercier et Henri Dubois, les deux noms, propriété partagée. Ensuite, le testament d'Hélène est apparu. Philippe a lu à voix haute la section pertinente. « Je laisse tous mes biens à mon mari Henri. La maison sera sa propriété exclusive jusqu'à sa mort. » Le murmure dans la salle s'est intensifié. Marcel était pâle. « Ça, on le savait déjà, je ne comprends pas où tu veux en venir avec ça. »
Patience, a dit Philippe, avec un sourire froid. Maintenant vient la partie intéressante. L'image suivante a fait sauter Marcel de sa chaise. C'était l'acte de propriété falsifié, celui qui montrait que j'avais soi-disant transféré la propriété au nom de Marcel, il y a 2 ans. Cet acte de propriété est apparu il y a 6 mois au bureau d'enregistrement immobilier, a expliqué Philippe. Il montre un transfert de propriété d'Henri à Marcel Mercier. Le problème, c'est qu'Henri n'a jamais signé ce document. C'est un mensonge, a crié Marcel. Il a signé « J'étais là ». Vraiment, a demandé Philippe avec un calme mortel. Alors explique-moi comment la signature sur ce document ne correspond pas à la signature authentique d'Henri. Explique-moi comment le notaire qui est censé avoir authentifié ce document est mort 3 ans avant la date qui apparaît ici. Explique-moi comment les sceaux officiels sont de fausses contrefaçons bon marché que n'importe quel expert peut identifier. Le silence dans la salle était absolu. Tous les regards étaient fixés sur Marcel. Son visage est passé du blanc au rouge. Non, c'est un malentendu. Il n'y a pas de malentendu, ai-je continué en me levant. Ma voix a résonné claire et forte dans la salle. Mon fils a essayé de voler ma maison, et quand j'ai refusé de coopérer, il m'a enfermé dans la cave avec mon petit-fils de 8 ans. Il nous a laissés là, dans l'obscurité, terrifiés comme des criminels. Tout ça parce qu'il voulait prendre ce que sa mère et moi avions construit. Les mots sont tombés sur la salle comme des bombes. Le silence s'est brisé en une explosion de voix scandalisées. Ma sœur Jeanne s'est levée les mains sur la bouche. Les cousins de Marcel le regardaient avec horreur. Les voisins murmuraient entre eux, leurs visages reflétant l'incrédulité et le dégoût. Marcel vacillait comme s'il avait été frappé physiquement. Valérie a essayé de prendre sa main, mais il l'a repoussée brusquement. Ce n'est pas vrai. Il ment. Il invente des choses parce qu'il est malade. Sa voix sonnait désespérée, aiguë, rien à voir avec l'assurance arrogante avec laquelle il était entré. Il n'invente rien, a dit Isabelle en se levant. Sa voix tremblait de colère contenue. Je les ai accueillis cette nuit-là, à 3 heures du matin. Henri et Théo sont apparus à ma porte couverts de poussière terrifiée, fuyant loin de vous. J'ai vu les marques sur les bras d'Henri, là où tu l'as attrapé avec force. J'ai vu les larmes dans les yeux de cet enfant. J'ai vu la terreur sur leur visage. Elle s'est tournée vers la salle. Et ce n'est pas la première fois que je vois comment Marcel traite son père. Ça fait des mois que je vois comment il lui parle, comment il le rabaisse, comment il le fait se sentir invisible dans sa propre maison. « Attention à la façon dont tu me parles », a répondu Valérie d'une voix glacée. « Parce que moi aussi j'ai des choses à dire », a continué Isabelle, comme les conversations que j'ai entendues entre vous deux dans le jardin il y a 3 semaines, quand vous discutiez de combien d'argent vous tireriez de la vente de la maison, quand Valérie disait qu'il fallait se débarrasser du vieux rapidement parce que vous aviez des dettes urgentes, quand Marcel disait qu'il allait déclarer son père mentalement incompétent pour tout lui prendre. Un cri étouffé a parcouru la salle. Marcel secouait la tête violemment. Mensonges, ce sont tous des mensonges. Elles sont de mèche contre moi. Philippe a frappé sur la table pour rétablir l'ordre. Ce ne sont pas des mensonges. J'ai ici des déclarations sous serment de 3 voisins de plus qui ont été témoins du comportement abusif de Marcel envers son père. J'ai des dossiers médicaux qui montrent qu'Henri est en parfait état mental. J'ai le témoignage du docteur Mercier qui a confirmé que Marcel a essayé de le soudoyer pour déclarer son père sénile. Et j'ai quelque chose de plus. L'écran a changé à nouveau. Il montrait maintenant des photographies de la cave, où il nous avait enfermés. Philippe les avait prises 2 jours après notre fuite, quand Marcel et Valérie étaient sortis. Le cadenas était encore sur la porte, les marques sur le mur où j'avais déplacé la brique étaient visibles. L'obscurité étouffante se sentait même à travers l'image. Voici l'endroit où Marcel a enfermé son père de 68 ans. Et son fils de 8 ans sans lumière, sans eau, sans moyen de sortir pendant des heures.
Théo, qui était resté assis en silence à mes côtés, s'est levé. Sa voix était petite mais claire. C'est vrai. Papa nous a poussés dans l'escalier. Je suis tombé et je me suis fait mal au genou. Il faisait si noir. Papy m'a serré dans ses bras et m'a dit que tout irait bien, mais je pensais qu'on allait mourir là-bas. Papy m'a dit de ne pas avoir peur. Il m'a montré le secret de grand-mère et on s'est échappé. Des pleurs ouverts ont éclaté à plusieurs endroits dans la salle. Ma sœur Jeanne a couru vers moi et m'a serré dans ses bras en sanglotant. « Henri, je suis désolée, tellement désolée. J'aurais dû être plus présente. » D'autres membres de la famille se sont approchés, touchant mon épaule, exprimant leur honte de ne pas avoir remarqué ce qui se passait. Marcel était entouré d'un cercle d'accusations et de mépris. Personne ne s'approchait de lui, personne ne le défendait. Il était complètement seul. « On n'a pas encore fini », a dit Philippe. « Il y a plus. J'ai enquêté sur les finances de Marcel. Il se trouve que lui et Valérie ont des dettes de 324 000 €. Prêts, personnel, carte de crédit, au maximum. Un prêt d'un usurier non réglementé avec des intérêts de 30%. Ils étaient désespérés et ils ont vu la maison d'Henri comme leur salut. S'ils pouvaient transférer la propriété à leur nom, ils pourraient la vendre pour au moins un demi-million d'euros. Valérie s'est effondrée sur la chaise, pleurant hystériquement. On avait besoin de l'argent, on n'avait pas le choix. Les créanciers nous menaçaient. « Ça vous donnait le droit de me voler ?» ai-je demandé d'une voix qui coupait comme du verre. « Ça vous donnait le droit de m'enfermer, ça vous donnait le droit de terroriser un enfant innocent. » Je me suis approché de Marcel qui ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. « Je t'ai donné la vie, je t'ai nourri, je t'ai habillé, je t'ai éduqué. J'ai pris soin de toi quand tu étais malade. J'ai travaillé avec ta mère pour construire cette vie. Tout pour un jour te le donner, et c'est comme ça que tu me paies, avec la trahison, avec la cruauté, avec la violence. » Ma voix s'est brisée, mais je me suis forcé à continuer. Ta mère te connaissait mieux que je voulais l'admettre. Elle a vu la cupidité en toi. Elle a vu comment tu regardais les choses matérielles avec plus d'amour que tu n'en donnais à ta propre famille. C'est pour ça qu'elle a préparé cette cachette. C'est pour ça qu'elle m'a laissé des instructions, parce qu'elle savait qu'un jour tu essaierais de faire exactement ça. J'ai sorti les lettres d'Hélène de mon sac. Tu veux savoir ce que ta mère a écrit sur toi? Tu veux écouter les mots d'une femme qui t'aimait, mais qui te connaissait aussi jusqu'au plus profond. Marcel m'a finalement regardé. Ses yeux étaient rouges, son visage détruit, mais je n'ai pas vu de remords. J'ai vu de la colère, j'ai vu de la haine. Je m'en fous de ce que cette vieille a écrit. Les mots ont été comme une gifle. Plusieurs membres de la famille ont crié d'indignation. Ma sœur Jeanne a couru vers moi et m'a serré dans ses bras en sanglotant. « Comment oses-tu? Comment oses-tu parler comme ça de ta mère? Hélène t'adorait, elle t'a tout donné, et tu l'appelles cette vieille comme si elle était un déchet. Elle a tout laissé, à lui a craché Marcel en me pointant du doigt, tout comme si je ne comptais pas, comme si des décennies d'être son fils ne valaient rien. Elle t'a tout laissé parce qu'elle faisait confiance, qu'il te le donnerait au bon moment, a répondu Philippe. Hélène ne t'a pas déshérité, elle a simplement protégé son mari d'abord comme ça doit être, et elle a été très claire que tu recevrais ton héritage après la mort d'Henri, pourvu que tu l'aies traité avec respect. C'est toi qui as tout gâché. C'est toi qui as décidé que tu ne pouvais pas attendre. C'est toi qui as choisi le vol au lieu de la patience. 30 ans, ai-je continué, tu devais juste attendre. Et me traiter bien pendant 30 ans de plus, peut-être. C'était la seule condition. Respect, amour, soin de base. Et tu n'as même pas pu me donner ça. J'ai essuyé mes larmes. Maintenant, tu ne vas rien recevoir. Rien, j'ai modifié mon testament. Tout ira à des fondations caritatives. Tout ce que ta mère et moi avons construit ira pour aider les personnes âgées qui souffrent d'abus familial, pour les enfants qui ont besoin de protection, pour n'importe qui, sauf pour toi. Le coup final a frappé son visage comme un coup de poing invisible. Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je l'ai fait, ai-je répondu. Philippe en a été témoin. Tout est signé, scellé, complètement légal. Théo aura un fonds éducatif que tu ne pourras pas toucher, mais toi, tu ne recevras pas un centime.
Je me suis approché encore plus près jusqu'à ce que nos visages soient à quelques centimètres l'un de l'autre. Tu passeras le reste de ta vie en sachant que ta cupidité t'a tout coûté, absolument tout. Marcel s'est effondré, ses genoux ont cédé et il est tombé par terre en pleurant. Ce n'étaient pas des larmes de remords, c'étaient les larmes d'un homme qui venait de perdre tout son avenir. Valérie a essayé de le consoler, mais il l'a repoussé violemment. « C'est tout de ta faute. C'est toi qui as mis ces idées dans ma tête. C'est toi qui voulais l'argent. » Moi, a crié Valérie, « C'est toi qui détestais ton père bien avant de me connaître. Ne me blâme pas pour ta propre méchanceté. » Philippe a levé la main demandant le silence. Il y a une dernière affaire, la réunion de famille est terminée. Tout le monde a vu les preuves, tout le monde a entendu les témoignages. Maintenant vient la partie légale. Il a fait un signe de tête vers la porte. Vous pouvez entrer. 2 policiers sont entrés dans la salle. Marcel les a vus et le peu de couleur qui lui restait sur le visage a disparu. Marcel Mercier, vous êtes en état d'arrestation pour falsification de documents officiels, tentative de fraude, privation illégale de liberté et abus familial. Vous avez le droit de garder le silence. La salle a explosé en chaos, des gens criant, pleurant, certains applaudissant. Les policiers ont menotté Marcel pendant qu'il sanglotait. « Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça, je suis ton fils. » Je l'ai regardé sans émotion. Tu as cessé d'être mon fils la nuit où tu m'as enfermé dans cette cave. Maintenant, tu n'es qu'un criminel qui va payer pour ses crimes. Les policiers l'ont emmené. Valérie a essayé de les suivre, mais un autre policier l'a arrêté. Vous aussi, Madame Torres, vous êtes complice des mêmes crimes. Quand la salle s'est finalement vidée, quand tous les membres de la famille sont partis, avec des promesses de soutien et des excuses pour ne pas avoir vu ce qui se passait, je suis resté seul avec Isabelle, Théo et Philippe. Mon corps tremblait avec la libération d'années de tension contenue. « C'est fini », ai-je chuchoté, « vraiment fini. »« C'est fini », a confirmé Philippe, « et tu as complètement gagné. » Théo m'a serré fort. « Papy, tu as été courageux comme un super-héros. » J'ai ri entre les larmes. Je ne suis pas un super-héros, mon amour. Je suis juste un vieil homme qui a refusé d'être une victime. Mais en sortant de la salle vers la lumière grise de l'après-midi, en sentant le poids de la justice enfin accomplie, j'ai réalisé que peut-être j'étais un peu un héros, le héros de ma propre histoire, et c'était suffisant. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de procédures légales d'entretien avec des procureurs et de visites au tribunal. Marcel et Valérie faisaient face à de multiples accusations criminelles. Le parquet avait embrassé l'affaire avec enthousiasme, surtout après que l'histoire ait fuité dans les médias locaux. Fils cupide enferme son père âgé dans une cave pour voler sa maison, disaient les titres. Les réseaux sociaux ont explosé d'indignation. Les gens commentaient, partageaient, exprimaient leur horreur. Marcel était devenu le méchant, le vilain public numéro 1 de la ville. Son nom était synonyme de trahison familiale. Philippe me tenait informé de chaque développement. Le juge a refusé la caution, il a considéré que Marcel est un danger pour toi, il restera en détention préventive jusqu'au procès. Combien de temps prendra le procès, ai-je demandé. Avec toutes les preuves qu'on a probablement 6 à 8 mois, mais Henri, ça va être médiatisé. Les journalistes voudront t'interviewer. Ça va être épuisant. Je suis prêt, ai-je répondu, et je l'étais. J'avais passé trop d'années à être invisible, à être réduit au silence. Maintenant, j'avais une voix et je prévoyais de l'utiliser. La première interview était avec une chaîne d'information locale. La journaliste était une jeune femme d'environ 30 ans, avec des yeux compatissants et des questions directes. « Monsieur Dubois, comment vous sentez-vous sachant que votre propre fils est en prison pour ce qu'il vous a fait ?» J'ai regardé directement la caméra. Je me sens soulagé qu'il ne puisse plus me faire du mal. Soulagé que mon petit-fils soit en sécurité et soulagé que d'autres familles voient cette histoire et reconnaissent peut-être les signes d'abus avant qu'il ne soit trop tard. Voudriez-vous dire quelque chose à votre fils? La question m'a pris par surprise. J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. Je lui dirai que les actions
ont des conséquences, que la famille n'est pas quelque chose qu'on peut manipuler et exploiter sans payer un prix, et que j'espère qu'un jour, assis dans cette cellule, il trouvera un peu d'humanité dans son cœur et comprendra la douleur qu'il a causée. L'interview est devenue virale, des millions de vues en 2 jours. Les commentaires étaient massivement favorables. Cet homme est un guerrier. J'aurais aimé que mon grand-père ait eu son courage. Les enfants qui abusent de leurs parents âgés méritent tout le poids de la loi. Mais il y avait aussi des commentaires négatifs. Un vrai père pardonnerait son fils. Il détruit sa propre famille par orgueil. Le linge sale se lave en famille. Ces commentaires faisaient mal, mais Isabelle me rappelait constamment, les gens qui critiquent sont les gens qui n'ont jamais souffert ce que tu as souffert. Leurs opinions ne valent rien. Théo s'adaptait lentement à sa nouvelle vie. Philippe avait obtenu une ordonnance de garde temporaire qui me donnait des droits légaux sur lui pendant que ses parents faisaient face aux accusations. Le garçon fréquentait une nouvelle école plus près de la maison d'Isabelle. Au début, c'était difficile. Il faisait des cauchemars. Il se réveillait en pleurant, demandant si son père viendrait le chercher. Mais avec la thérapie et beaucoup d'amour, il a commencé à guérir. Son rire est revenu. Ses yeux ont retrouvé cette étincelle d'innocence que Marcel avait essayé d'éteindre. Un après-midi, il m'a dit « Papy, c'est mal de s'ennuyer de papa. » Non, mon amour, ce n'est pas mal, c'est naturel. Ton père t'a fait du mal, et c'est bien de te protéger des gens qui te font du mal, même si c'est de la famille. Un jour, une lettre de Marcel est arrivée. Elle m'était adressée, écrite de son écriture, sur une feuille de cahier bon marché de prison. Je l'ai tenue dans mes mains pendant 1 heure avant d'oser l'ouvrir. Une partie de moi ne voulait pas la lire, mais une autre partie, une petite partie persistante, était curieuse. Qu'aurait-il à me dire? Avait-il changé? Pourrait-il exister une forme de réconciliation un jour? J'ai finalement ouvert la lettre. Papa, je sais que je n'ai pas le droit de t'écrire après tout ce que j'ai fait, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Tellement désolé. Chaque nuit dans cette cellule, je pense à ce que je t'ai fait, à ce que j'ai fait à Théo. Je ne sais pas comment j'ai pu devenir ce monstre. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'avais besoin que tu saches que mes remords sont réels. J'ai plié la lettre et l'ai rangée. Peut-être qu'un jour je répondrai, peut-être pas, mais pour l'instant j'avais besoin de me concentrer sur Théo, sur moi-même, sur la reconstruction de nos vies. J'ai parlé avec la Dre Patricia Dantas à ce sujet. Que gagnerais-je à le visiter, ai-je demandé. Peut-être rien n'a-t-elle répondu honnêtement. Ou peut-être la clôture, peut-être as-tu besoin de le regarder dans les yeux dans son état actuel et de confirmer que tu as pris la bonne décision, mais tu ne devrais y aller que si tu te sens prêt. Et si tu y vas, emmène quelqu'un avec toi. J'ai décidé d'y aller, pas parce qu'il le méritait, mais parce que j'avais besoin de fermer ce chapitre complètement. Isabelle s'est offerte pour m'accompagner. La prison d'État était un bâtiment gris et déprimant entouré de hautes clôtures avec du fil barbelé. Les gardiens nous ont fouillés exhaustivement avant de nous laisser entrer. Ils nous ont conduits à une salle de visite divisée par des panneaux de verre épais. Je me suis assis sur la chaise en plastique dur et j'ai attendu. Mon cœur battait fort, mais mon esprit était clair. Je n'avais pas peur. Plus maintenant. Marcel est entré escorté par 2 gardiens. Il avait l'air très différent, il avait perdu du poids, son visage était émacié, il avait des cheveux gris qui n'étaient pas là avant. Il s'est assis en face de moi et a pris le téléphone qui nous permettrait de parler. J'ai fait de même. Nous nous sommes regardés en silence pendant plusieurs secondes. « Merci d'être venu », a-t-il dit finalement. Sa voix était rauque comme s'il ne l'avait pas beaucoup utilisée. « Je ne suis pas venu pour toi », ai-je répondu d'une voix ferme. « Je suis venu pour moi, pour fermer ceci une fois pour toutes. » Il a acquiescé comme s'il s'attendait à cette réponse. « Je comprends. Je voulais juste te dire en personne ce que j'ai écrit dans la lettre. Je suis désolé, désolé pour tout. Je sais que ces mots ne signifient rien après ce que j'ai fait, mais c'est la seule chose que j'ai. »« Tu as raison », ai-je dit. Ils ne signifient rien. Les actions définissent qui nous sommes, pas les excuses après coup. Je sais, et mes actions m'ont défini comme un monstre. Des larmes coulaient sur ses joues.
Je perds le sommeil en pensant à cette nuit. À ton visage, quand j'ai fermé cette porte à Théo qui pleurait, je ne sais pas comment je suis devenu cette personne. Je sais, ai-je répondu. Tu es devenu cette personne parce que tu as choisi la cupidité au lieu de l'amour, parce que tu as valorisé l'argent plus que ton propre père, parce que tu as laissé le désespoir justifier la cruauté. C'étaient tes décisions, Marcel. Personne d'autre ne les a prises pour toi. Il sanglotait maintenant son corps tremblant. Un jour pourras-tu me pardonner? Je ne sais pas, ai-je admis finalement. Peut-être un jour, quand assez de temps aura passé, quand les blessures auront plus guéri. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui, et peut-être qu'il ne viendra jamais. Tu devras vivre avec cette incertitude. Et Théo, a-t-il demandé d'une voix brisée, comment va-t-il? Il guérit, il est fort, résilient, incroyable. Il grandit dans un environnement d'amour et de sécurité, quelque chose que tu n'as pas pu lui donner. Puis-je lui écrire? Puis-je essayer d'expliquer? Non, ai-je répondu fermement, pas avant qu'il soit plus âgé et qu'il puisse décider par lui-même s'il veut un contact avec toi. Je ne vais pas le forcer à gérer ta culpabilité pendant qu'il traite encore son propre traumatisme. Quand il aura 18 ans, s'il veut te connaître, ce sera sa décision. Jusque-là, je me tiens entre vous. Marcel a acquiescé, vaincu. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Une façon de commencer à me racheter. Utilise ces années pour devenir un meilleur homme, ai-je dit. Travaille sur ta thérapie. Comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Apprends l'empathie, la compassion, l'humilité. Et peut-être quand tu sortiras d'ici dans 12 ans, tu seras quelqu'un avec qui ça vaudra la peine de parler. Je me suis levé, adieu Marcel. Peut-être qu'on se reverra, peut-être pas, mais de toute façon je vais bien parce que j'ai appris que je n'ai pas besoin de ton amour ou de ton approbation pour vivre une vie pleine. J'ai raccroché le téléphone et je me suis éloigné sans regarder en arrière. Isabelle m'attendait dehors. Comment te sens-tu? Libre, ai-je répondu. Et je l'étais. 3 ans se sont écoulés depuis cette nuit dans la cave. 3 ans qui semblent une vie entière. J'ai 71 ans maintenant, et chacune de ces années semble conquise, méritée, vécue avec un but. Mes cheveux sont complètement argentés. Les rides autour de mes yeux sont plus profondes. Mais quand je me regarde dans le miroir, je vois quelque chose que je ne voyais pas depuis des décennies. Je vois de la dignité, je vois de la force. Je vois un homme qui a refusé d'être une victime et qui s'est battu pour son droit d'exister, avec respect. Théo a 11 ans maintenant. Il est grand pour son âge, avec le même sourire un peu de travers et une bonté dans les yeux qui me fait croire qu'il y a encore de l'espoir dans ce monde. Il a eu les meilleures notes de sa classe cette année, et son professeur dit qu'il a un talent spécial pour les mathématiques. Les week-ends, il dessine et peint, remplissant des cahiers d'images de familles heureuses, de maisons pleines de lumière, de jardins avec des fleurs de toutes les couleurs. L'obscurité de cette nuit ne domine plus ses rêves. Il fait encore de la thérapie, mais maintenant, c'est plus pour l'entretien que par nécessité urgente. La maison est pleine de vie à nouveau. Isabelle vit pratiquement ici maintenant. Elle a sa propre chambre, qu'elle a décorée avec des photos de ses enfants et petits-enfants qui vivent dans d'autres régions. Nous cuisinons ensemble, nous travaillons au jardin ensemble, nous regardons les séries de l'après-midi et nous rions de leur côté dramatique, bien que nous sachions tous les deux que notre propre vie a été plus dramatique que n'importe quel programme de télévision. Il devrait faire une série sur toi, me dit-elle toujours, le grand-père vengeur. Nous rions jusqu'à en avoir mal au ventre. Ma sœur Jeanne s'est aussi rapprochée après le procès. Elle vient tous les vendredis, et nous passons des heures à parler, à rattraper le temps perdu. Je me sens tellement coupable, m'a-t-elle confessé un après-midi. J'aurais dû voir ce que Marcel te faisait, j'aurais dû être plus présente. Je ne pouvais pas savoir. Ai-je répondu en prenant sa main. Marcel était expert en dissimulation de sa cruauté, et j'étais expert en prétendant que tout allait bien. Nous avons tous les deux fait des erreurs, mais maintenant nous sommes ici ensemble, et c'est ce qui compte. Théo progressait énormément en thérapie. Sa psychologue, la Dre Patricia Dantas, était une femme merveilleuse, spécialisée en traumatisme infantile. Je me réunissais avec elle mensuellement pour discuter de ses progrès. C'est un enfant résilient, me disait-elle. Il a traversé quelque chose de terrible, mais il a une base solide d'amour. Tu lui as donné ça, Henri,
ton amour le sauve. Les mots me remplissaient de fierté mêlée de tristesse. Fierté parce que je faisais quelque chose de bien, tristesse parce qu'un enfant ne devrait jamais avoir besoin de thérapie pour ce que ses propres parents lui ont fait. Valérie a été condamnée à 8 ans moins que Marcel, parce qu'elle avait coopéré avec les procureurs, mais 8 ans quand même. Ses parents ont essayé de me contacter une fois implorant que j'écrive une lettre demandant la clémence. J'ai refusé. Votre fille a participé activement à mon abus, leur ai-je dit fermement. Elle a choisi la cupidité au lieu de la compassion. Maintenant, elle doit vivre avec ses conséquences. Ils n'ont plus jamais appelé. 6 mois après le procès, une lettre officielle est arrivée. C'était de la prison d'État. Marcel demandait une visite. Il voulait me voir, il voulait parler. J'ai décidé d'y aller. J'ai utilisé mon histoire pour aider d'autres personnes. Une organisation locale qui soutient les victimes d'abus familial m'a invité à parler lors de ces événements. Au début, j'ai hésité, je ne me considérais pas comme un orateur public, mais Philippe m'a convaincu, ta voix peut sauver des vies. Henri, il y a des milliers de personnes âgées qui souffrent en silence pensant qu'elles n'ont pas d'option. Tu peux leur montrer qu'elles en ont. Alors, je parle dans des centres communautaires, dans des églises, lors d'événements de sensibilisation. Je raconte mon histoire sans honte, sans minimiser la douleur, mais aussi en célébrant la victoire. Après chaque discours, des gens s'approchent de moi avec des larmes aux yeux. Mon fils me traite comme ça aussi, je ne savais pas quoi faire. Ma belle-fille me fait me sentir invisible dans ma propre maison. Merci de m'avoir donné le courage d'agir. J'ai créé une fondation avec l'argent qu'Hélène et moi avions économisé pendant des décennies. Nous l'avons appelée Fondation Hélène Mercier Dignité pour nos aînés. Elle offre une assistance juridique gratuite aux personnes âgées qui font face à des abus familiaux, à la dépossession ou à l'exploitation financière. Nous avons déjà aidé 122 familles en 3 ans. Chaque cas gagné, chaque grand-père qui récupère son foyer, chaque grand-mère qui échappe à l'abus, se sent comme une autre victoire, pas seulement pour eux, mais pour Hélène et pour moi. L'amour d'Hélène a construit cette maison. Ma lutte l'a protégée, et maintenant cet héritage protège d'autres personnes. Théo connaît toute l'histoire. Je la lui ai racontée progressivement en l'adaptant à son âge et à sa maturité. Il sait ce que son père a fait. Il sait pourquoi il ne peut pas le voir, et il sait qu'un jour, quand il sera adulte, il devra décider s'il veut une relation avec Marcel. Je ne sais pas si je voudrais le connaître, m'a-t-il dit récemment, peut-être, peut-être pas, mais je sais que quoi qu'il arrive, j'aurai toujours toi, papy. Toujours lui ai-je promis jusqu'à mon dernier souffle. Certaines personnes me demandent si je regrette d'avoir envoyé Marcel en prison, si je regrette d'avoir détruit sa vie. Ma réponse est toujours la même. Je n'ai pas détruit sa vie. Il a détruit la sienne avec ses propres actions. Je me suis simplement refusé à être sa victime. Il n'y a pas de place pour la culpabilité dans mon cœur. J'ai fait ce que je devais faire pour survivre, pour protéger un enfant innocent, pour préserver la dignité qu'Hélène et moi avons construite ensemble. La nuit, je parle encore à Hélène. Je m'assieds dans notre vieux fauteuil dans le salon, je tiens sa photo et je lui raconte ma journée. Je lui parle de Théo, d'Isabelle, des gens que nous aidons. On a réussi, mon amour, lui ai-je chuchoté. J'ai utilisé tout ce que tu m'as laissé, chaque document, chaque plan, chaque gramme de ton amour. Et j'ai gagné. Je n'ai pas seulement survécu, j'ai triomphé. Je sens sa présence dans ces moments, dans le chuchotement du vent par la fenêtre, dans la chaleur du soleil qui entre par les rideaux dans la paix qui remplit cette maison maintenant. J'ai appris que la famille, ce n'est pas toujours le sang, c'est la loyauté, c'est l'amour, c'est être présent quand ça compte. Isabelle est plus ma famille que Marcel ne le sera jamais. Ma sœur Jeanne, qui ne m'a jamais abandonné. Philippe, qui s'est battu pour moi. Les voisins qui ont témoigné, la Dré Patricia qui a guéri Théo, c'est ma vraie famille. Et avec cette famille à mes côtés, je suis invincible. Parfois je pense à d'autres hommes de mon âge qui souffrent en ce moment même, qui sont maltraités par leurs propres enfants, dépossédés de leur foyer, traités comme des fardeaux au lieu de trésors. Et je veux leur crier « Battez-vous, n'acceptez pas l'abus,
Ne restez pas silencieux, cherchez de l'aide, utilisez la loi, utilisez votre voix. Ceci est mon histoire. L'histoire de comment un fils cupide m'a enfermé dans une cave, mais ne savait pas que derrière ce mur, il y avait 37 ans d'amour et de planification qui attendaient pour me sauver. L'histoire de comment la méchanceté de certains révèle qui est votre vraie famille. L'histoire de comment un homme de 68 ans a refusé d'être une victime et est devenu un guerrier. Je ne suis pas spécial, je n'ai pas de super pouvoir. J'ai juste de l'entêtement de la dignité et l'amour éternel d'une femme qui me connaissait mieux que moi-même, et ça, au final, c'était suffisant. Je suis très heureux que vous soyez ici et que je puisse partager mon histoire avec vous. Si vous avez aimé, montrez-le en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne Les Conseils de Papy. Voyons combien nous sommes. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je suis super curieux de savoir d'où tous ces gens formidables me suivent. Si vous voulez me soutenir un peu plus, vous pouvez aussi envoyer une petite contribution. Chaque jour, j'apporte de nouvelles histoires de vie, rien que pour vous. Et maintenant, 2 de mes histoires les plus populaires vont apparaître à l'écran pour que vous choisissiez laquelle regarder.